Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 mai 2026. Il est 8 heures et nous allons vous accompagner comme chaque matinée jusqu'à 9h30. 8 mai, aujourd'hui, c'est une date phare, une date douloureuse dans l'histoire de l'Algérie, particulièrement une date charnière, une date douloureuse, comme je le disais, là où le monde entier célébrait la fin de la Deuxième Guerre mondiale pendant qu'en Algérie, une manifestation pacifique était en train de s'organiser pour qu'elle se voit réprimée de façon sauvage, de façon sanglante, faisant plus de 45 000 morts. C'était donc du côté de l'est d'Algérie, particulièrement à Stif, Galma et Kharata. C'est une date phare donc à laquelle nous allons revenir aujourd'hui. Nous allons la commémorer donc en compagnie de notre ami Sami Qaidi. Également cette semaine, notre événement phare, notre événement aussi international, il s'agit du 3 mai. Alors le 3 mai, c'est une date qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'en est-il de la liberté des médias, la liberté du journalisme, la liberté de la presse dans le monde aujourd'hui? Plusieurs événements d'ailleurs ont été organisés encore une fois pour marquer cet événement. Nous allons revenir sur ces événements et aussi la symbolique de cette journée. Sabela Hadjabar sera parmi nous comme chaque vendredi. Cette fois-ci, elle va nous emmener du côté de Batna, à 40 km environ de Batna, pour nous faire découvrir un autre patrimoine, un autre vestige de notre pays. Il s'agit donc du tombeau des Madrasen, l'un des plus anciens avec une architecture atypique. Également, santé, comme chaque vendredi, en compagnie de notre ami Fethi Benachnou. Cette fois-ci, il va revenir sur la santé, les changements climatiques et particulièrement l'impact des changements climatiques sur notre santé. Et comme chaque vendredi, nous allons aller du côté de Ouergla en compagnie de Farhat Mouzaoui. Cette fois-ci, il a choisi pour nous la ville de Larouat. Donc ce sera une visite guidée qu'il nous proposera à travers son duplex. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale et cette fois-ci, ça va être une chanson donc du patrimoine, une chanson patriotique. Il s'agit donc Yatiyara Sfara et on se retrouve juste après. طيارة صفرا حبسي ما تضربيش طيارة صفرا حبسي ما تضربيش حبسي ما تضربيش عندي راس وخيل أمي ما تضنيش الله الله ربي يا رحيم الشهداء يا رحيم الشهداء
voilà de retour sur le plateau. C'était donc une très très belle chanson, très très belle reprise que Dr Fethi Ben Achnou d'ailleurs se reconnaît. Il va nous dire un petit mot avant de commencer de parler sur les changements climatiques et leur impact sur la santé, et ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. Sabah al-khair, bonjour. Comment ça va? Ça va, moi je suis toujours fidèle au poste. Je le savais. C'est une punition, docteur, que j'ai eue aujourd'hui. C'est pour saluer indirectement Yazid. Yazid Ait Mahidine Ateh Saha, d'ailleurs, qui a fait un beau travail cette semaine. Avec que ce soit Papillon. avec Papillon. Avec Oui. Papillon. Alors que ce soit vendredi, le jour où j'étais absente, voilà pourquoi le docteur me dit ça. Voilà, C'était pour la bonne cause, docteur. J'étais absente pour la bonne cause. Non, mais J'étais absente pour la bonne cause. Je constate. Voilà. Avant de me faire punir, alors je préfère justifier mon absence. Voilà. Alors, docteur, on est en train d'apprécier une très très belle chanson, une chanson du patrimoine, une chanson patriotique. Vous me disiez que Tayara Safra, vous connaissez. Oui. Tayara Safra, je la vois. On habitait une maison mauresque à Blida, Zakt el-Qawi, on dit. Oui. Et on avait Stah, la terrasse. Oui, la terrasse. Et on avait vu une fois des raids, deux avions qui passaient à chaque fois au loin, du côté de Shria. De Shria, oui. Et qui bombardaient. Donc, quand on dit, et la caractéristique de cet avion, c'est pas un avion en gros truc, c'est un truc léger. Qui était de couleur jaunâtre, sable, tout ça. Donc, la première fois où j'ai entendu dire Tayara Safra, il paraît qu'il y a un film aussi sur Tayara Safra. Ça m'a rappelé mon enfance. Oui. Sous les bombes et sous la protection, pas entre mille guillemets, de l'armée française. Oui. Oui, et ça ne vous a pas empêché donc d'étudier, d'apporter votre pierre angulaire. C'est Allah yarham, mais je remercie. Justement, quand on était colonisé, on n'était pas tétanisé par la France. Le peuple, maintenant on ne peut pas parler, le peuple a réagi, et surtout moi je remercie mes enseignants, les enseignants de ma génération qui ont vécu ça, et qui ont persisté, et on a eu des cours dans des garages, dans des petits magasins. Chacun a combattu à sa manière. C'est la réaction, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous aujourd'hui là, n'est-ce pas? Réunis autour d'un plateau, à faire de la télévision, à faire de la sensibilisation, à faire de l'éducation, santé, n'est-ce pas? Parce que la santé, nous, on était privés de santé. Par exemple, quand on recevait des gosses, c'est normal, un caillou et qu'on avait une plécure chevelue, on disait il ne faut pas emmener vos enfants chez les médecins français ou juifs à l'époque. Et on se soignait avec du café, des kahwa. C'est des pratiques qui existent toujours d'ailleurs, docteur. Voilà. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler encore une fois, toujours dans l'éducation santé, dans la sensibilisation, sur les changements climatiques, docteur, et leurs impacts sur la santé, n'est-ce pas? Oui, là, spécialement pour vous qui êtes prof à l'information, je crois qu'il faut que les mots ont leur importance. Actuellement, les changements climatiques, c'est des changements de l'environnement, de l'atmosphère, il y a un chamboulement. Mais classiquement, on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qui te plaît. Oui. Je crois que ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être, effectivement. Ça n'a plus lieu d'être, effectivement. Parce que les changements climatiques, ce terme est très précis, et je crois qu'en Algérie, on doit en tenir compte et nous adapter. Moi, je parle des individus, de s'adapter, parce que maintenant, et l'impact sur la santé, il ne faut pas oublier cette deuxième partie de la phrase. Je crois que là, et surtout chez nos jeunes, dès qu'il y a un rayon de soleil, et ils se dénudent pratiquement. Ah oui, j'en ai un à la maison, je sais de quoi vous parlez. Voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil. Or, il faut intégrer dans notre quotidien qu'il ne faut pas faire confiance au temps qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport au changement climatique, le climat au niveau mondial
est complètement bouleversé. Autant vous vous réveillez le matin, il fait un froid de canard, Oui. juste quelques temps après, quelques heures après, oui. il fait très chaud, on se dénude. C'est ce côté chaud et froid. Il faut comprendre et expliquer aux gens que l'air que l'on respire, là on ne le voit pas, mais il est présent. Il a une température et il a une hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité Oui. qui a un impact direct sur les voies respiratoires, si ce n'est pas autre chose. D'autant plus que l'on a, surtout les jeunes, pour celui qui est à la maison, d'autant plus qu'on a un système immunitaire que l'on malmène et il ne peut pas accomplir son boulot qui est celui de nous protéger. Et n'oubliez pas les virus. Les virus, c'est important. D'ailleurs, l'actualité, il y a un virus qui est apparu dans un malade. Il faut faire attention et ne pas se fier en avril, fait ce qui est... non, il ne faut pas. Il faut se fier. Et je remercie la météo, la météo qui passe à la télé algérienne, à savoir sur Canal Algérie en plus, et qui est très importante. Pourquoi? Parce que ça peut être dangereux pour la santé, dans le sens où notre système immunitaire est défaillant. Et il faut toujours comprendre qu'un système immunitaire, c'est comme une défense nationale, une armée nationale corporelle. Et si on ne mange pas bien, si on a un régime alimentaire complètement perturbé, si on ne dort pas bien, ça c'est important. Là, si on ne bouge pas, si on ne fait pas, notre système immunitaire ne peut plus nous défendre contre surtout les virus. Et le plus grand danger pour l'humanité, c'est les virus. On va en entendre parler. Le Covid, ça va être qu'une petite balade, mais là, les virus, il faut faire attention. Et là, il faut regardez, le sommeil est extrêmement important. C'est pas ce côté flasque qui est là, non. Je crois que c'est notre corps, on le met en danger face au changement climatique de température et tout ça. Mais entre-temps, le climat, docteur, vu qu'il y a plusieurs climats en fonction des régions, ça a aussi son impact sur la forme d'une manière générale. On le voit par exemple lorsque nous sommes dans des régions par exemple où le taux d'humidité est important, dans d'autres régions où le climat est plutôt sec, on voit un petit peu quand même que la forme change, que l'état de bien-être, on va dire, change également. Vous décrivez là un process qu'il faudrait revoir, sur lequel je dois de dire on va au sud, il fait chaud, il fait... Non, je crois que chaque partie, je crois qu'il faut avoir un certain comportement qui doit être linéaire, notre comportement, manger convenablement, c'est-à-dire ne plus suivre ce régime alimentaire complètement éclaté, dormir, ça c'est extrêmement important, et ne pas jouer je ne sais pas moi, aux gens qui ne supportent pas la petite chaleur ou bien. Pourquoi? Parce que le process que vous décrivez, au sud, et on dit il fait chaud, mais là on a montré qu'il fait chaud, mais d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre, 15 jours, le complètement changé. On a des inondations à cause de pluie durant l'été. On peut avoir des sécheresses très longues. Et ce qui est important, je reviens, c'est bien manger logiquement le système. Troisièmement, boire beaucoup d'eau, quel que soit le temps, c'est boire beaucoup d'eau et éviter ces histoires de veiller trop tard, de fumer. Par exemple, pour fumer, les gens qui fument, ils sont rapidement impactés par un changement climatique qui là tout de suite, et là on remercie la régie pour ces qui sont très expressifs. Donc protéger notre santé, c'est nous-mêmes
par notre comportement, il faudrait qu'on revienne parce que les temps vont être durs au niveau mondial, hein, au point de vue, d'ailleurs vous avez vu par exemple en plein été des inondations, des histoires catastrophiques, ou bien ça c'est à cause comment résister. Et il peut y avoir prolifération d'agents nuisibles. Par exemple les virus, certains insectes, et toutes ces choses-là, je crois qu'il faut les avoir en tête. C'est pour ça que moi, on a voulu parler des changements climatiques. Les changements climatiques, c'est un phénomène global auquel nous devons nous y habituer. Et c'est un problème, une situation, une évolution qui touche le monde entier. Personne n'est à l'abri des conséquences d'un changement climatique. Et comme c'est une rubrique médicale, des conséquences sur la santé, oui, il y en aura. Donc, mot d'ordre aujourd'hui, docteur, c'est de plus se fier aux anciennes citations qui suivaient bel et bien le climat. Aujourd'hui, il y a un changement. En avril, ne te livre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. J'espère qu'on reviendra à cette logique. Bien que cette année, nous avons bien vécu les saisons, alhamdoulilah. Ah, alhamdoulilah. Cette année, nous les avons bien vécues. Je vous fais une confidence. Oui. Ça me rappelle quand j'étais à l'école primaire. On avait ce temps-là et que ma mère nous préparait à la rentrée. Quand on rentrait à la maison, mtaqba. Heureusement que ça se fait toujours. En tout cas, merci beaucoup, docteur, encore une fois pour tous ces conseils. On se retrouve très vite, Inch'Allah, pour d'autres conseils. Merci beaucoup, docteur. Et comme je vous le disais au sommaire cette semaine, donc, le monde a célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons en parler dans un petit moment. Mais avant cela, notre ami Naïm El-Walish s'intéresse à la presse écrite dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. La presse ne cesse de s'adapter aux évolutions technologiques de son temps. Des tout premiers tabloïds, on est passé à la diffusion sur le net et quand bien même certains titres continuent d'être imprimés sur papier, leur diffusion sur le net semble impérative. Là déjà on parle depuis une quinzaine d'années de ce passage de la presse conventionnelle à une presse de plus en plus disponible sur les différentes plateformes numériques. Il y a plusieurs sortes de ces plateformes numériques partant des sites d'information électronique, passant par la tendance des réseaux sociaux numériques et arrivant ces dernières années à la plateformisation des médias. La presse en ligne est une véritable révolution puisqu'elle devient hautement accessible via tout support électronique, à commencer par les téléphones portables, ce qui permet une interactivité croissante entre le lecteur et le journaliste. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les chaînes créent un contenu parallèle à celui de la télé que l'on diffuse, donc un contenu digital. En plus de tout ce qu'on diffuse à la télé qui est repris, on essaie aussi d'avoir un contenu, si on veut personnaliser un contenu qui suit les codes des réseaux sociaux et du web. En Algérie, le code de l'information de 2012 a été on va dire, un terrain de jeu pour la presse électronique. Pour une première fois, dans cette loi, on a abordé le terme de la presse électronique. À partir de là, l'évolution a été rapide. L'IA est arrivée dernièrement, bien que l'IA existe depuis longtemps déjà, hein, c'est pas d'hier, mais disons il y a une accélération extraordinaire depuis 2022, depuis que ChatGPT est arrivé, et que donc la presse électronique devait tout simplement et tout naturellement s'y adapter et le prendre en charge. Parce que c'est un outil qui lui permet d'aller plus vite, d'accélérer, mais évidemment c'est un outil formidable. Le problème c'est qu'il y a des risques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Internet a fait différemment les différents types de presse, puisque, outre la presse électronique, les quotidiens, aussi bien le grand et le petit écran, restent visibles sur Internet. Et de retour sur le plateau, donc la liberté de la presse, c'est une journée internationale qui coïncide au 3 mai de chaque année. Nous en parlons ce matin avec, alors, on va dire collègue, on va dire notre ami, on va dire un enfant de la télé, n'est-ce pas Dessine?
Bonjour. Bonjour, professeur Nassim Bouguettaya. Comment ça va? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ça va impeccable. Alhamdulillah. Alors, ça fait quoi de revenir à Canal Algérie? C'est une nouvelle sensation avec un Oui. nouveau décor. Effectivement. L'équipe est restée la même, je pense. Oui, oui, pratiquement Avec la un même. petit relooking et ça fait toujours plaisir d'avoir surtout une chaise qui ne grince pas. Ah, c'est déjà ça. Ça, c'est bien dit par contre, oui, effectivement. Voilà, on a tout refait. Oui. Justement pour que tous nos invités soient à l'aise. C'est- Ça va Nassim, ça se Ça passe va, bien? ça va, merci. Alhamdulillah. Alors Nassim, professeur au niveau donc, de l'école supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Donc nous allons parler en votre compagnie aujourd'hui de la journée mondiale donc, de la liberté de la presse. Juste revenir très rapidement sur un événement que vous avez organisé cette semaine pour marquer justement cette journée, un événement organisé par un laboratoire, on va dire mythique de l'école, n'est-ce Oui. pas? Il s'agit du laboratoire médias, usages sociaux et communication, plus connu sous le dénominatif MUSC. Le laboratoire évolue au sein de l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Un colloque national a été organisé pour la circonstance, pour recevoir des professionnels des médias et des enseignants représentant une vingtaine d'universités à travers le pays. Le débat a été axé sur de nouvelles thématiques, par exemple l'usage des réseaux sociaux, l'usage aussi de l'intelligence artificielle et comment toutes ces technologies ont bouleversé une profession qui était jusque-là classique à travers une presse écrite, une radio, une télévision. Donc l'avènement de ces technologies a complètement bouleversé ce métier et a impacté parfois d'un côté positif, parfois d'un côté négatif cette profession qui a ses règles, qui a aussi sa déontologie et qui permet à des milliers de personnes, à des milliards de personnes, j'allais dire, de s'informer au quotidien. Et justement, Nassim, donc la liberté de la presse et la presse d'une manière générale, on a toujours su c'est un pouvoir à part entière. Alors, quelle est la symbolique justement de cette journée qui coïncide au 3 mai de chaque année? Alors parfois on croit que la journée du 3 mai a une symbolique précise, alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une simple réunion de journalistes qui s'est tenue en Namibie, en Afrique, en 1991. Et depuis cette date, il y a eu un attachement à célébrer cet événement qui était d'abord africain, puis international, grâce à l'appui de l'UNESCO. Cette date est très bien célébrée en Algérie à travers les hautes autorités du pays qui lui consacrent chaque année un grand événement pour d'abord rendre hommage aux personnes qui font de l'information. On voit souvent les journalistes, mais on oublie qu'il y a derrière ce journaliste un staff, des personnes qui travaillent au quotidien pour que l'information arrive, une information objective, une information crédible. Donc cette journée est non seulement une occasion pour nous de rendre hommage aux gens de la profession, mais aussi de rappeler que le citoyen de le monde entier a le droit à accéder à l'information, une information qui, paradoxalement, est menacée aujourd'hui. Il y a beaucoup de dérives à cause de cette technologie qui fait circuler une information parfois fake, parfois fausse. Et là, le professionnel des médias doit agir pour donner une information crédible et vérifiée. Alors Nassim, justement aujourd'hui, aujourd'hui depuis toujours, on a toujours dit que celui qui détient l'information détient le monde, n'est-ce pas? Ça a été dit d'ailleurs par des théoriciens auparavant. Et on connaît le pouvoir de l'information aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit par exemple en Palestine, l'une des premières personnes qui sont ciblées, c'est bel et bien les journalistes, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, en tant que chercheur, en tant que professeur, donc dans le monde des médias et de la communication, comment vous pouvez évaluer cette activité aujourd'hui journalistique, ce métier du journaliste aujourd'hui, particulièrement avec ce qui se passe dans le monde? Alors c'est une thématique sur laquelle nous avons travaillé longuement durant 2 ans. L'équipe du laboratoire, à travers aussi la responsable de l'événement, Dr Benzidoun, que je salue au passage, nous avons lancé une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on ne pouvant donner aux étudiants en journalisme pour qu'ils apprennent ce métier. Il y a aussi un travail de sensibilisation pour un nouveau module qui existait mais qui n'avait pas cette dénomination. On l'appelle l'EMI, éducation aux médias et à l'information. Comment le public doit-il recevoir l'information? Généralement, avec les réseaux sociaux,
les citoyens du monde entier relaient les informations, les partagent, et ces derniers temps, on remarque qu'il y a une certaine, on va dire un certain éveil pour que tout ne soit pas partagé. Les gens se disent, il faut faire attention, il faut temporiser, on doit d'abord vérifier, et ce recul-là doit être soutenu, doit être aussi consolidé à travers le travail des académiciens, mais aussi des journalistes, pour alerter l'opinion publique internationale sur le danger de ces informations. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'on peut faire dire à Nour Houda des choses qu'elle n'a jamais pu dire. On peut aussi la mettre dans des scènes. On peut lui aussi attribuer des rôles qui sont totalement fausses. Et tout le monde pourrait croire qu'il s'agit bien évidemment de vidéos, de déclarations bien réelles. Effectivement, et on l'a vu, hein, d'ailleurs, particulièrement avec les politiciens, dans le monde. Donc effectivement, on leur attribue des rôles qui ne leur sont pas du tout attribués, effectivement. Et ça crée effectivement des débats autour de ces informations. Donc par rapport à ce module, d'ailleurs hier même dans certains pays, ça commence dès la tendre enfance. Hein. Donc Oui. déjà, Dans les crèches, dans les maternelles. voilà, dès la maternelle, effectivement, comment lire un journal, comment regarder la télévision, comment pouvoir mettre du doute finalement sur tout ce qu'on nous donne à travers les médias ou même à travers les réseaux sociaux. Et justement, c'est un grand défi. Aujourd'hui, tout ce qui est désinformation, parce que le fake news, c'est une partie, hein, c'est une infime partie de la désinformation, mais tout ce qui est désinformation aujourd'hui, c'est un grand défi pour le journaliste aujourd'hui. Alors, comment aujourd'hui, dans le monde, parce que ça reste quand même, d'ailleurs, il y a eu même des études qui ont dit qu'il faut 2 heures de temps seulement pour que l'information fasse le tour du monde. Et après, parce que ça reste des rumeurs, après, justement, pour contrecarrer les rumeurs, ça va être un travail plus colossal. Alors, le défi, justement, donc de la désinformation, comment aujourd'hui on peut le contrecarrer, comment aujourd'hui on peut éduquer par rapport à cette désinformation, comment on peut sensibiliser. Alors, le défi est d'abord technique. Les journalistes, eux, seuls ne peuvent pas lutter contre cette désinformation. Il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, des spécialistes en cybersécurité qui doivent travailler en étroite collaboration avec les journalistes pour mettre des verrous, pour mettre des gardes, des barrières pour que cette information n'arrive pas au grand public. Le défi est difficile à relever. Pourquoi? Parce que ces technologies sont détenues par de grandes multinationales qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon et compagnie. Donc ce sont des multinationales qui détiennent le pouvoir de cette information. Il est difficile pour les journalistes de lutter contre ces algorithmes qui imposent leurs lois, qui imposent aussi les informations qui peuvent ou pas arriver au grand public. Le journaliste est un petit peu désarmé face à ce diktat numérique, mais l'important, c'est l'humain. Comment l'être humain doit-il recevoir cette information et comment doit-il interagir avec elle? Non, finalement, responsabilité partagée, pluridisciplinaire aussi pour lutter contre tout ce qui est désinformation. Exactement. Finalement, j'allais dire, vraiment chacun d'entre nous a une responsabilité vis-à-vis de cette désinformation. C'est un travail quotidien. C'est un travail au quotidien, effectivement, même plus. Hein, c'est vraiment de minute à minute, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte j'allais dire... de facilité à accéder à l'information. Voilà, de facilité à accéder à l'information, et effectivement, et aujourd'hui, nous sommes avec des générations hyper connectées. Exact. Donc c'est vraiment un travail qui se fait de minute en minute. Un dernier mot, Nassim? Un dernier mot, soyez vigilants, ne croyez pas tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez, ayez un recul, et Bonjour d'Algérie est là pour vous le rappeler quotidiennement, minute par minute, comme l'a dit notre ami et collègue Nour Houda Bouzgaou. Alors Nassim, on vous souhaite très très belle continuation. On invite aussi nos téléspectateurs, parce qu'au niveau de l'école, il y a beaucoup d'événements n'est-ce pas, qui sont organisés. À l'école, à la faculté. À l'école, à la faculté. À travers Alors c'est justement là, nous sommes en train de découvrir une photo de Madame Ben Zaïdoun, et qu'on salue ce matin, Madame Brahimi Ben Zaïdoun Faïda, qui fait d'ailleurs un travail, tout comme vous d'ailleurs, colossal, pour l'éducation, la sensibilisation, particulièrement au niveau des étudiants. Nassim, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. On vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup. Je rappelle donc Nassim Boukhtaria, professeur au niveau de l'École supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être pause musicale. Et on se retrouve juste après.
أم سيدي عثمان عن غير رحم الشهداء عن غير حضور بيت زين أنت ربي وعليه ما نفرح فيه ونزيد ونهلي قلبي ونعيد أصلي باين بالتحديد نابع مخيار الأوطان وعليه ما نفرح فيه ونزيد ونهلي قلبي ونعيد أصلي باين بالتحديد نابع مخيار الأوطان جزايري حرم جدر وكتير قوي ما يتحرحر ما يدلل ولا يحسر راس مفتوح طير وشاف جزايري حرم جدر وكتير قوي ما يتحرحر وما يدلل ولا يحسر راس مفتوح طير وشاف هذه خصلة فينا عذاب ورثنا هذه مدة والجذور تبتان بدام في الجزائر اللي تبان وصلت للغيب العذاب لين ورثيتك المدة زورة لا دايما غير الجزائر تبان منا واحد بالفصيلة بالجزائر قاع سليلة هادي من شيمة الرجال أمازيغ شاوي وعرفان منا واحد بالفصيلة بالجزائر قاع سليلة هادي من شيمة الرجال أمازيغ شاوي وعرفان خمسة وخبوز خلال يا ربي خمسة وخبوز خلال يا ربي خمسة وخبوز خلال يا ربي خمسة Et de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, Samira Hadjamar est parmi nous. Elle va nous emmener du côté de Batna. Samira, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Samira? Très, très bien, Ça se passe alhamdoulilah. bien? Oui. Alhamdoulilah, notre patrimoine, que tu as notre site. Oui, à l'occasion Notre du site mois archéologique du artisanal du patrimoine. coin du Mais toute patrimoine. l'année. Toute l'année, l'année. voilà. De toute façon, on en parle avec toi toute l'année. Mais cette fois-ci, ça va être une halte du côté de Batna, à 40 km environ. Ah, environ. Voilà. Exactement. Mais avant cela, Samira, aujourd'hui, c'est le 8 mai. Oui, Ça t'évoque beaucoup de choses. beaucoup de choses. Oui, un tournant décisif dans Un l'histoire de tournant l'Algérie. décisif, effectivement. Oui. Douloureux, mais décisif. Douloureux et décisif. Et c'est une année, les années 40 ont été très particulières pour tous les Algériens. Voilà, mais ça a été quand même une base pour le déclenchement de la guerre de libération. Et nous en parlons en compagnie de notre ami Sami Qaïdi. Sami, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sami? Écoutez, très bien. C'est une date extrêmement décisive et je suis très content d'être présent sur ce plateau pour partager cet événement qui a été décisif pour le déclenchement de la glorieuse révolution, celle du 1er novembre 54. Et effectivement. Alors, il faut dire que, juste pour remettre cette date dans le contexte, il faut dire que ce jour-là, c'était le monde entier qui était en fête, qui était en pleine célébration, n'est-ce pas, Samira? Donc, Oui. pour célébrer la fin de la Et la Deuxième Guerre défaite contre mondiale. l'Allemagne nazie. Voilà, la défaite, effectivement. Et en Algérie, on a fait de même. Nous Exactement. sommes sortis pour célébrer. nous Alors sommes pour la simple et bonne sortis pour raison fêter. que et des dizaines de milliers d'Algériens ont contribué activement à la défaite de l'Allemagne nazie. Il y a la fameuse bataille de Monte Cassino en Italie qui est connue. L'ancien président de la République, Ahmed Ben Bella, a été même décoré pour sa lutte contre l'Allemagne nazie. Et le jour du 8 mai 1945, alors, qui était censé être une journée de célébration, mais également d'engagement, car le peuple algérien est sorti massivement dans les rues pour rappeler la promesse faite
par les autorités coloniales de donner au peuple algérien son droit inaliénable à l'autodétermination, eh bien, c'est une journée qui a viré au cauchemar, au massacre, un massacre bien organisé par les autorités coloniales, savamment orchestré, pour la simple et bonne raison qu'il a duré. Il était bien orchestré, effectivement. Il plusieurs n'était jours pas. durant, Oui. plusieurs semaines d'ailleurs. Et il s'est soldé par une épuration ethnique. Ces mots viennent même de l'historien français Olivier Lecourt-Grandmaison, qui, dans son dernier ouvrage publié en 2025, parle des ouradours coloniaux de la France coloniale en Algérie et qui compare explicitement les massacres faits par la France coloniale dans notre pays, notamment le 8 mai 1945, au massacre entrepris par l'Allemagne nazie. Donc il y a un parallèle qui est fait par un politologue, mais également un historien français, et ça nous montre comment ces événements ont précipité l'histoire finalement. Vous savez, le 8 mai 1945, tout le monde connaît cette fameuse scène du scout musulman algérien, Saal Bouzid, qui sort et qui brandit l'emblème national à 14 ans, et qui est lâchement assassiné par les autorités coloniales. Le premier à être assassiné, car il est sorti avec l'emblème national qu'il a fièrement exhibé. Et on voit bien que finalement, la logique coloniale est imparable. Elle est bâtie sur le mensonge. Donc, un prétendu, on vous donne le droit à l'autodétermination. En fait, ce n'était qu'un mensonge. C'était pour embrigader les Algériens qui sont partis libérés. Ils sont parmi les libérateurs de l'Europe, qui a également subi le joug nazi. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce jour-là, les Algériens ont définitivement compris que, je vais me permettre de faire un peu de la pensée fanonienne, que ce qui a été pris par la force ne peut être récupéré que par la force. Et là, on est vraiment au cœur de la pensée fanonienne qui avait dit que le colonialisme était une violence par essence et que cette violence ne pouvait s'incliner que face à une violence plus grande. Alors justement, Samy, par rapport aux événements du 8 mai 1945, donc on rappelle que ça s'est passé du côté de Steve Gelmay, 45 000 morts en quelques jours, mais ça a été aussi une extension dans tout le pays. Tout à fait. Donc il y a eu finalement une extension dans tout le pays et une machine de répression génocidaire qui a été entrepris contre notre peuple. Il faut rappeler tout simplement que l'usage des fours à chaud, donc on est vraiment finalement dans une reproduction de ce que l'Allemagne nazie a fait. Donc l'utilisation de fours à chaud contre notre peuple, des Algériens balancés de massifs montagneux, jetés dans des puits. Et tout ça durant finalement plusieurs semaines. Et le bilan parle de lui-même, 45 000 morts. D'ailleurs, l'ancien président de la République, Houari Boumediene, Allah yarhamou, avait donné une citation qui est lourde de sens. Il avait dit que ce jour-là, il avait vieilli prématurément, que l'adolescent qu'il était devenu un homme, que ce jour-là, le monde a basculé, que même les ancêtres avaient bougé sous terre, et que les enfants avaient compris qu'il faudrait prendre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Donc, effectivement, une pensée qui s'est dupliquée d'ailleurs, surtout les jeunes de l'époque. C'est ce qui a donné naissance après, tout à fait, au 1er novembre. Pour la simple et bonne raison que les événements, le massacre, le génocide, parce qu'il y avait une volonté d'annihiler tout un peuple, de le détruire psychologiquement et physiquement. Le 8 mai 1945 a donné directement une succession d'événements qui ont débouché directement sur le déclenchement de la glorieuse révolution le 1er novembre 1954. Parmi ces événements, en 1947, il y a la création en février 1947 de l'organisation spéciale, qui est l'OS, exactement. Et Karim Belkacem est monté dans les maquis en 1947 déjà. Donc on voit bien cette succession. Cette création a débouché ensuite sur la création du CRUA en juin 1954, et autour du fameux groupe des 22, suite à la réunion du Clos Salambier. Et quelques mois plus tard, en octobre 1954, le CRUA mue en Front de Libération Nationale. Et la décision a été prise
le 1er novembre 54, tout un peuple allait se soulever pour recouvrir au droit imprescriptible, à la liberté, à l'indépendance, au recouvrement de la souveraineté nationale. Et c'est tous ces événements-là qui finalement se sont accélérés. En moins de 9 ans, la révolution a été déclenchée, et une révolution qui a servi de symbole pour l'humanité. Et c'est le 8 mai. De symbole, de référence. De référence et de référent notamment. Vous savez, on oublie souvent de dire que l'Algérie a soutenu en Afrique notamment plus de 14 mouvements de libération nationale. Et c'est le 8 mai 45 qui a été finalement cette prise de conscience qui a marqué la conscience du peuple algérien et qui a finalement indiqué le fait que le colonialisme ne connaît pas d'autre langage que la violence, et c'est par les armes que le peuple algérien s'est libéré. Et aujourd'hui, on ne peut avoir, en tant qu'Algérien, et Algérienne notamment, on ne peut avoir que cette conscience du fait que d'autres peuples aujourd'hui souffrent et vivent les mêmes affres du joug colonial. On a le peuple palestinien, on a le peuple sahraoui juste à côté enfin, c'est dans notre proche voisinage. Donc tout cela nous pousse encore finalement à souffrir aussi dans notre chair, parce que nous avons vécu, nous sommes passés par cela. Et le 8 mai 45 est important. C'est-à-dire que finalement, ce qui a été présenté comme le nazisme, etc., s'est poursuivi avec la France coloniale qui a appliqué les mêmes méthodes. C'est poursuivi avec plusieurs facettes, d'ailleurs. Avec plusieurs facettes. Plusieurs facettes et encore plus sauvages, plus terribles. Mais tout à fait, tout à fait. Parce que quand on parle du 8 mai 45, il ne faut pas oublier que ces atroces massacres, aujourd'hui on célèbre le 81e triste anniversaire de ce massacre. De ces massacres, dirais-je. Eh bien, le 8 mai 45, il ne faut pas oublier que ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants n'étaient épargnés. On a cité Saal Bouzid avant 14 ans. Mais les femmes, des vieillards, etc., ont été arrêtés arbitrairement. Ont été tués, massacrés, torturés notamment. On a la figure, imaginez-vous, bon, c'est dans la foulée du 8 mai 45, mais c'est l'année 45. Nous avons le militant de la cause nationale, Mohamed Saïd Mazouzi, qui a été arrêté. Il est considéré comme étant le Nelson Mandela algérien, car il a été jeté dans les geôles coloniales de mai 1945, et il n'a été libéré qu'en 1962. D'ailleurs, il est connu pour sa célèbre citation qui est la France coloniale m'a jeté en prison et l'Algérie indépendante m'a libéré. Oui. Donc on voit bien en fait ce tournant de 1945 qui a été un carrefour décisif. Le peuple algérien a fini par comprendre qu'il n'y avait il n'y avait pas d'autre choix pour faire comprendre à ce colonisateur qui est rentré non seulement par effraction, qui ose parler de bienfaits civilisationnels, donc on est au summum de l'ignominie. Et le pire dans tout ça, Samy, justement, en pleine colonisation, on parle des droits internationaux, la proclamation des droits de l'homme, voilà, etc. en plein joug colonial. Alors, on rappelle aussi que un joug qui a été profondément raciste, parce que non seulement c'est une entrée par effraction, on rentre chez vous, on squatte chez vous, excusez-moi l'expression, puis en plus de cela, on veut vous imposer les règles du colon. Et en plus de ça, on ose parler de liberté, de droits de l'homme, etc. On est vraiment au summum du sadisme et du cynisme, si je puis dire. Et le 8 mai 1945 a été un tournant parce que ça a été une conséquence et un déclenchement. Il faut dire que le joug du colonialisme, ou le colonialisme d'une manière générale, n'a jamais été accepté. D'ailleurs, il y a eu des soulèvements dès 1830. On parle de la bataille de Amir Abdelkader, des batailles de Amir Abdelkader, on parle de Mokrani, Cheikh Bouamama. En réalité, c'est 132 ans de résistance populaire. Et finalement, l'apogée de ces résistances, etc., c'est le déclenchement de la Glorieuse Révolution, le 1er novembre 1954, qui se caractérise par l'unanimité du message du 1er novembre.
le consensus total et absolu et l'unité du peuple algérien. Là, ce n'est plus des révolutions localisées ou une série de parties du territoire. C'est la totalité du territoire national. C'est tous les Algériens qui se sont donné le mot, effectivement. Tous les Algériens qui se sont donné le mot. On sait bien également qu'au cours du mois d'octobre 54, le groupe des 6 a mis un point d'honneur, c'est que le déclenchement de la révolution devait toucher l'ensemble du territoire national et que la date du 1er novembre était celle à même de rassembler l'ensemble que l'ensemble des préparatifs soient finis, que la révolution soit opérationnelle totalement. Oui. Et c'est la particularité de cette révolution qui, comme on l'a évoqué il y a quelques minutes, a servi de référentiel. Aujourd'hui, en Palestine occupée, on parle du 1er novembre 54. C'est une date sacrée. Au Sahara occidental occupé aujourd'hui, on parle du 1er novembre. En Afrique également. Parce que finalement, il y a un consensus auprès de nombreux historiens. C'est que la révolution algérienne est l'une des seules révolutions, avec ce qui s'est passé également au Vietnam, qui répond parfaitement à la définition même d'une révolution, c'est-à-dire un retournement à 180 degrés. Et ça a été couronné donc par l'indépendance de l'Algérie. Voilà, par un Aujourd'hui, succès alhamdoulilah, total, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que plus d'1,5 million durant la guerre de libération. Durant la guerre de libération. Voilà, durant la guerre de libération seulement. Parce que on n'a pas encore compté les 45 millions voilà, on parle de du plus de 5 45, millions, ni, plus de 5 millions ni ceux de la résistance. Ben, tout à fait. Si on ajoute à cela la résistance populaire, on dépasse facilement les 5 millions de chouhad, Allah yarhamhum. Et il ne faut pas oublier, qui dit 8 mai 45, depuis le 8 mai 2020, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a instauré la journée nationale de la mémoire, mémoire qui est fondamentale et qui doit se transmettre également aux générations montantes. Et chacun de nous a ce devoir de mémoire. Chacun de nous a ce devoir de mémoire pour la simple et bonne raison que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Effectivement, merci beaucoup encore une fois, Samy, d'avoir marqué en notre compagnie cette journée. Alors je vais reprendre là où tu t'es arrêté. On ne peut pas avancer si on ne sait pas d'où on vient. Et Samira Hadj Ahmed aujourd'hui, elle va nous emmener un peu plus loin dans l'histoire, parce que notre histoire, contrairement à tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent décrédibiliser l'histoire de l'Algérie, elle est plusieurs fois millénaire, et c'est ce qu'elle va encore une fois nous prouver, Samira Hadj Ahmed, et ce sera juste après ça. Samira, on va aller du côté de Batna. On reste dans les Aurès, on reste là où il y a eu des bastions de révolution, de révolte, et là où se trouve le fabuleux, magnifique, moi je l'aime beaucoup, le Madrassen. Donc le mausolée royal. Tu as déjà visité ça, oui. Madrassen. Oui. Exceptionnel, hein, comme exceptionnel, et pour ceux qui veulent, le déplacement est impératif, il faut le faire. Et en plus, il y a aussi non loin d'Alger, le mausolée national de Mauritanie, qui ressemble, qui est différent, mais qui ressemble un peu au Elle n'est pas très d'accord avec qui il ressemble. Oui, alors le mausolée royal de Mauritanie, communément appelé le mausolée de la tombeau de la chrétienne, s'inspire du Madrassen, exactement. Dans sa forme. S'inspire Madrassen, on comprend par là, Samira, que celui de Madrassen s'inspire dans la forme circulaire et puis conique, voilà. Et puis surtout, ce que Juba II a voulu. A rajouté, en fait, ce qui fait la différence, c'est le prestige. C'est-à-dire que ça s'est passé plus longtemps après, donc il a voulu encore monter, je veux dire en gradin, le mausolée. Donc celui de Madrassen est plus petit, mais il est plus ancien. Et c'est l'un des plus anciens mausolées royaux, on va dire, parce que l'Algérie en a beaucoup, ceux qui sont documentés seulement, on en a beaucoup à travers tout le pays. Et
donc c'est le plus ancien. Il est inscrit depuis 2002 sur la liste indicative de l'UNESCO. Il n'est pas classé patrimoine mondial malheureusement. Il est classé, il fait partie des 100 monuments dans le monde qui sont en péril. Il est très vieux, mais on va dire il reste magnifique, hein. Alors le cadre déjà il est fabuleux. Il a une quarantaine de kilomètres au nord-est de Batna. Il a quel âge? Il a 2236 ans. Ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Il est daté du IIIe siècle avant notre ère. On a cette datation approximative, bien sûr. Qui vont inventer encore de la technologie, on aura plus de précision avec le temps. Mais c'est grâce au carbone 14 qu'on a cette datation. On ne sait pas à qui il appartient réellement, mais on sait qu'il a été édifié à l'époque des Massiles, en fait. On sait que ce sont les ancêtres de Massinissa qui ont construit ce mausolée. Et depuis qu'il a été construit, Mskin, il a subi des attaques, comme le tombeau de la Chrétienne. Tout le monde, les habitants d'abord de la région, mais je parle de... 2000 ans auparavant. Voilà, exactement, et très longtemps, ont tenté de savoir ce qu'il contient, ont tenté de trouver des trésors, jusqu'à aujourd'hui même. Oui. Il y a toujours des chasseurs de trésors qui creusent en espérant, surtout du côté de Sougaras, hein, en espérant trouver des pièces de monnaie. C'est toute la région, il suffit de gratter. En fait, le professeur Sahnoun l'a dit. Par curiosité, on a envie de savoir ce qu'il y a. Puis curiosité. Même pas. Professeur Sahnoun, il a été clair. En Algérie, on creuse un peu, on tombe sur un trésor. C'est vrai. Un trésor historique. On a des strates d'histoire sur tout le territoire national, de partout. C'est un peu comme la Révolution. Il n'y a pas une wilaya où il n'y a pas des martyrs, où il n'y a pas des chouhada, où il n'y a pas eu de la résistance. Pareil pour le patrimoine. Et pareil pour le patrimoine, il n'y a pas une wilaya qui n'a pas été pillée par la colonisation, par le colon français, où il n'y a pas un musée en France ou ailleurs dans le monde où il n'y a pas un morceau du patrimoine algérien. Effectivement. Donc ce mausolée a été documenté par plus de 25 auteurs, pour te dire. Et à chaque fois, il y a eu une déformation de sa description, de son histoire, de son origine. On a attendu 2015 pour des archéologues algériens pour faire une découverte, une découverte d'une galerie funéraire et qui contenait de la poterie en verre, une pièce de monnaie en bronze et puis du charbon. Tout ça aide à on va dire, à avoir plus de précision, à reconnaître la carte d'identité, j'ai envie de dire, du mausolée. Voilà, donc il a une architecture hybride. Il est construit sur une architecture locale, traditionnelle, celle des Numides. Il est aussi, on dit qu'il ressemble à un temple, en fait, une ville qui s'appelle Ségeste en Sicile, à cause de ses colonnes. Il a 60 colonnes qui ornent en fait son socle. Donc on a 3 fausses portes. On peut se demander pourquoi. Fausse porte. Comme le porte. tombeau de la fausse porte. Fausse porte. Voilà, c'est ça. Qui ont une symbolique culturelle. Hein. Voilà, ça va juste interpeller. Alors ces portes sont fausses, mais comme le tombeau de la Chrétienne. Et comme le tombeau de la Chrétienne, pour accéder à la galerie intérieure, au cœur du mausolée, il faut... en fait, il y a 3 fausses dalles pour trouver la porte principale. Elle est sous 3 dalles, on va dire, comme le tombeau de la Chrétienne. Les 3 fausses portes ont une symbolique rituelle. Ça fait beaucoup réfléchir sur le génie architectural de cette traditionnelle locale. Hein. C'est souvent comparé aux pyramides en Égypte. Donc c'est cet apport-là qui singularise également notre pays et qui démontre encore une fois que l'histoire de l'Algérie est immense et profonde. Et elle est enracinée dans l'histoire, avec un grand H, si je puis dire. Voilà, donc ce qui fait aussi sa particularité, c'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur, contrairement au tombeau de la Chrétienne, si on prend en comparaison, il y a des poutres en bois de cèdre. Donc celui du tombeau de la Chrétienne n'est pas pareil. Donc c'est des dalles. Et puis c'est venu bien après, et puis Jubado, franchement... Il a mis le paquet pour honorer la mémoire de sa femme. Cléopâtre VII, la fille de Cléopâtre
Marc Aurèle, voilà. Donc, ce qui fait, il y a eu aussi une analyse de ce bois qui a permis de le dater aussi. Le bois date de 2000 ans. On voit le mausolée avec l'arbre dessus. C'est une représentation de la description, de la première description qui a été faite par El-Bekri. C'est l'historien, on va dire, andalou, qui, pour la première fois, le décrit, et il le décrit avec des ornementations qui n'existent pas, en fait. Il le décrit avec cet arbre au sommet du mausolée, et il décrit de très belles décorations en bas-relief d'animaux, d'hommes, en fait, d'ornements, mais il s'est trompé. Et il y a eu, pourquoi j'ai dit qu'il y a eu plus de 25 auteurs, c'est que chacun, jusqu'aux colonisateurs, ils ont fait une description qui était approximative, pour ne pas dire erronée. Ibn Khaldoun en a parlé aussi, au XIVe siècle, il l'a nommé plutôt par Madris. Madris qui serait un ancêtre des tribus qui avaient Ifraoun, Imraoun, les Zénètes, en fait, les Massiles, en fait. Voilà, les Numides de l'époque. Donc Madris, Imedrasen serait le pluriel de Madris, et ce serait on va dire, des Berbères Botres, voilà, de la tribu Botre. Plein de choses restent à découvrir sur ce mausolée. Plein de choses, peut-être la région, il y a un autre cumul. C'est une tombe, on est d'accord. À l'intérieur, c'est une basina. C'est un monument funéraire berbère, typiquement, avec des influences, bien sûr, venues d'ailleurs. On n'a pas retrouvé de restes à l'intérieur, il n'y a pas d'ossements qui ont été faits. Les archéologues ont supposé que c'était le mode pour le mort. Il y avait le mode d'incinération, en fait, ce qui se faisait. Donc à l'époque païenne et bien avant les Numides. Voilà. Donc il n'y a pas de reste. Bon, on ne sait pas. Peut-être qu'on fera d'autres découvertes. Oui, probablement. En 2015, c'est récent en 2015, il y a eu encore des découvertes qui ont été faites par des archéologues algériens. Et dans une galerie de 7 mètres à peu près, et du mobilier funéraire. Voilà. On a donné sa description, combien il mesure et tout. Pas encore. Il fait alors 18 mètres de hauteur. Je sais pas, c'est intéressant de savoir combien il mesure. C'est toujours intéressant, voilà. Justement, pour pouvoir visualiser un petit peu. Voilà, il a un socle cylindrique d'environ 5 mètres de haut. Il est surmonté de 60 colonnes, de gradins, en fait. Jusqu'au sommet. Et sa hauteur totale est de 18 mètres, 18 mètres et demi. Voilà. Donc il n'est pas très très grand, mais il est beau, il est magnifique dans le cadre. Il est dans la nature. Bon, c'est ça qui est fascinant, c'est que la plupart du patrimoine algérien est en pleine nature. Il est à ciel ouvert, et c'est des musées. Partout, on peut visiter l'histoire de l'Algérie et la mémoire à travers les pierres. Voilà, ça nous raconte. Et justement, il y a quelques années, c'est vrai, je suis partie à un reportage, justement, pour faire un reportage sur Ibn Drassen, et je rencontre une équipe d'archéologues. Et ce qui m'avait plu, on va dire, c'est que c'était au fait des étudiants en archéologie qui étaient encadrés par leur enseignant. Et c'était une obligation dans la sortie, parce que c'est une sortie pédagogique, voilà. Vraiment dans le cadre universitaire, et que c'était une obligation dans la sortie pédagogique, c'est qu'une fois que les fouilles sont terminées, les étudiants étaient appelés à nettoyer le site. C'est nettoyer, c'est-à-dire c'est pas juste protéger, mais c'est carrément nettoyer. On va trouver un papier, on va trouver un sac, on va trouver quelque chose qui ne devrait pas être dans le site. Et ben les étudiants, en compagnie de leurs enseignants d'ailleurs, ils nettoyaient tout le site, parce qu'ils endossent un petit peu cette responsabilité, encore une fois, de la protection de ce patrimoine, parce que comme tu disais si bien, Samira, il est en pleine nature. Donc c'est finalement tout le monde qui peut y accéder. Et donc c'est juste, encore une fois, une question de sensibilisation, pour responsabiliser, voilà, responsabiliser un petit peu les étudiants. À mon avis, ça devait être obligatoire pour tous les étudiants. Ça devrait être obligatoire, oui. Pour tout le monde. Là, je te rejoins. Sif Aléum. Sif Aléum. Alina, pardon. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est la seule façon de le conserver. Et puis avec la relance du tourisme, il y a un monde fou qui vient, surtout depuis la visite du pape. Il y a encore plus de monde du côté de l'Est.
Des milliers de gens arrivent, enfin je ne vais pas dire par jour, mais depuis cette visite, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues visiter, notamment Constantine, Annaba bien sûr, et puis toute la région de l'Est. Voilà. Puis il s'y prête, c'est bien, toi, Annaba, Kenpar, c'est bien. C'est magnifique. Après, c'est une belle période. C'est vrai que c'est mieux en été. Parce Puis que le Méditerranée, par excellence. Au printemps, c'est une très très belle Oui. saison pour la visite, d'autant plus qu'il y a eu le dépôt du dossier de Le parcours augustinien. parcours augustinien. Merci Les beaucoup, Samy. itinéraires augustiniens Voilà, les qui itinéraires traversent augustiniens. 14 wilayas et qui s'étendent sur 1500 km. Batna en fait partie. Batna, est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Batna? Non, On ne sait pas. non. Saint-Augustin, Oui. possiblement, Possiblement, bien sûr. oui. Oui, bien sûr, il y est arrivé. Oui, oui. Oui, bien sûr. Donc certainement, Bien certainement, on sûr, pourra, encore une Sirta, fois. Timgad, oui, oui, bien Voilà. sûr. Donc du Pierre de Coup et donc visiter Sidis, toute la... En fait, là où il y a eu, on va dire, il y avait plus de 500 évêchés dans tout le territoire national. Donc des évêques de partout. Lui-même était évêque, donc il a participé par exemple à l'Opta de Milan. Donc il est allé jusqu'à Churchill, il est allé partout. Et en fait, ils ont calculé sur 1500 kilomètres. Voilà. Donc peut-être le Vatican a les archives, il y a plus d'informations qu'on ne connaît pas, mais sinon déjà c'est le tracé qui a été fait par le ministère de la Culture et le CNRPH, les chercheurs du CNRPH. Effectivement. Voilà. Un commentaire, Sally, par Oui, moi, rapport... je dirais- Tu as déjà visité Ibn Rassen? Ibn Rassen. Ibn Rassen, oui. Exactement. Oui. ouais. Et également le mausolée national de également, oui. Mauritanie. Mausolée royal. Voilà, qui était juste. Royal. Oui, Et royal. mausolée international, puisqu'il est classé au patrimoine mondial. Alors Sally, juste pour te contextualiser précision. un petit peu, alors Samira est une fervente défenseuse du patrimoine. On n'a pas le droit à l'erreur. avec Parce elle. qu'il n'est pas seulement, son rayonnement n'est pas seulement national, il est Oui, international. il est Et international, effectivement. il joue un rôle particulier pour l'histoire nationale de notre pays. Alors, ce que je voudrais rajouter, vu qu'on a abordé la visite du pape et de l'impact, il faut rappeler que l'impact a été international, il y a eu un écho international, que l'Algérie est apparue au centre de nombreuses personnes aussi qui ont cette appétence pour la culture, pour la spiritualité, et aussi par cet écho-là, ils ont découvert l'histoire de notre pays. On est en cette journée du 8 mai 45, c'est important, l'histoire, mais également nos traditions, nos us et coutumes, et la centralité aussi du message de l'Algérie sur la scène internationale. Il faut rappeler que notre pays a instauré en 2017 cette journée mondiale pour le vivre ensemble en paix, et est connu pour ses médiations sur la scène internationale, notamment sur le continent africain. Et c'est tout cela que l'héritage augustinien, quelque part, ainsi que la visite du pape, ont mis en évidence, ont souligné. Effectivement, Oui. effectivement. Merci beaucoup, Oui, Samira. c'est moi. Encore une fois pour cette belle visite. Samy, c'est toujours un plaisir de te compter parmi nous. Alors, Samira nous a emmenés du côté de Batna. Le roi, ça te dit? Oui. Oui. Et comment? Ouais, Je veux dire, comment. toutes les villes sont Très, très belle wilaya. Nous avons un pays continent. C'était toi qui nous avais fait un documentaire sur Sur un thé Al-Rawat, voilà. Je suis tombée amoureuse, je voulais même Oui. m'y installer, tellement Adjibtini. On a encore besoin de toi, Samira. On a Les encore gens besoin de de l'Orwat, toi. beaucoup Oui. d'artistes, beaucoup d'artisans, beaucoup de... C'est le dépaysement total Voilà. aussi. Effectivement. Alors, on vous propose justement une visite guidée du côté de l'Arwat en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui, parce qu'il nous attend. Samira, merci beaucoup. Merci, On se retrouve dimanche. Inch'Allah. Samy, c'est toujours un plaisir. On se Plaisir retrouve partagé. très bientôt, pardon. Et pourquoi pas autour d'un thé? Pourquoi pas autour d'un thé? Voilà. Inch'Allah, merci beaucoup Samy. Voilà, cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla, mais on va pas rester à Ouargla puisque Farhat Mouzaoui nous propose une visite guidée du côté de l'Arwat. Bonjour Farhat, c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, depuis la wilaya de l'Arwat, aujourd'hui on va découvrir un petit peu l'architecture traditionnelle de cette wilaya, de ce patrimoine qui reflète la vie quotidienne de l'homme saharien dans la wilaya de l'Arwat. On aura le plaisir d'avoir avec nous des architectes, des gens intéressés par le patrimoine. Mais avant ça, on vous laisse avec cette petite carte postale de la wilaya de l'Arwat et on revient juste après. نجبني على
La ville de Larwat se distingue par un style architectural unique, profondément ancré dans son environnement saharien. Les maisons traditionnelles, souvent construites en terre, sont conçues pour préserver la fraîcheur et résister au climat aride. Les ruelles étroites, les cours intérieures et les détails artisanaux témoignent d'un savoir-faire ancien, où l'esthétique se mêle à la fonctionnalité. Cette région est caractérisée par ces monts, l'écoulement des oued, comme l'oued de Mzi et l'oued de Msaad. Et on a le site ou bien l'emplacement lui-même de la première installation de la ville. Donc on est sur le mamelon de Jbel Tezgarin, où il y avait l'embouchure ou bien l'écluse de Oued Mzi. Donc cette caractéristique géographique a pu engendrer la première installation de la Gouate. L'urbanisme de la ville de la Gouate ou bien l'Qsar de la Gouate est caractérisé par, comme toutes les villes algériennes traditionnelles, il se caractérise par sa densité et sa compacité. Donc c'est un tissu dense et compact et on a les rues et les ruelles avec un système d'hiérarchisation du public vers le privé. Si on parle sur l'architecture, c'est le reflet des conditions climatiques et même socio-culturelles, si vous voulez. Donc on est dans une région qui se caractérise par son climat aride. Donc on a des vents dominants qui viennent du nord-ouest. Donc la Gouatie a pu intégrer avec ces caractéristiques. Donc ces caractéristiques, lorsqu'on parle de ruelles, par exemple, le système VR, on a des rues sinueuses, tortueuses, il a épousé la forme topographique ou bien les courbes de niveau du mamelon. Cette sinuosité a pour but de casser les vents dominants et pour objectif de garder certaines intimités dedans l'Aqsar. Comme toutes les villes ou les médinas algériennes et les Qsour du Sahara, on a tout d'abord un système de défense, ce qu'on appelle les fortifications, qui a été composé par les remparts, les tours de guet et les 4 portes qui ont, à travers ces portes, on peut accéder à la ville. On a 4 portes, Bab el-Sharqi ou bien Bab el-Ouad, Bab el-Gharbi ou bien Bab el-Nouadr et Bab el-Shtait et Bab el-Nabka. Donc ces portes-là, à travers lesquelles on peut accéder et communiquer avec les autres régions de la Gouate. Lorsqu'on parle des matériaux, on parle de la culture constructive, donc la culture constructive de la région a été inspirée des matériaux ou bien des conditions climatiques qu'elle offre cette région. Donc par excellence, on a la pierre. Donc la pierre à travers les monts de la région, et aussi on a le matériau le plus important, c'est la terre. Donc les mottes de terre ou bien la brique de terre crue, c'est un matériau disponible, c'est un matériau pas trop cher et on peut l'utiliser et réutiliser à travers plusieurs tentatives ou bien dans le cadre de recyclage. Oui. Donc la disponibilité des matériaux a pu engendrer une architecture adaptée avec le climat, adaptée avec le site. Et aussi on a le plancher traditionnel qui a été composé des troncs de palmiers. Donc on a les troncs de palmiers et les roseaux. On a une couche d'argile et la dernière couche d'isolation avec le mortier d'eau chaude. Donc ça, c'est les matériaux essentiels, primordiaux qui composent une maison traditionnelle. La pierre, l'adobe, la terre et le tronc de palmier pour couvrir les planchers. La spécificité de l'architecture de la Gouate est issue de cette particularité par rapport au climat et par rapport
les conditions climatiques. Donc, on a pris comme exemple la maison traditionnelle. Donc, la maison traditionnelle, c'est une maison introvertie. Donc, toutes les pièces de la maison, elles donnent sur le patio. Donc, le patio, comme vous voulez comprendre, pour prendre comme exemple cette maison-là, elle est ouverte à ciel ouvert. Donc, toutes les pièces donnent sur ce patio. Donc, le patio joue le rôle d'un organisateur thermique, organisateur de la circulation et même un distributeur dans la maison. La richesse et le décor de la maison Ragwati se caractérisent ou bien se concentrent dans le patio. On trouve tout d'abord un vocabulaire très important tel que les arcs outrepassés brisés, on a les colonnes et aussi on a les zelliges. Donc on a une variété des zelliges qui ornent les soubassements et l'encadrement des portes et des fenêtres. Et on a aussi la fontaine pour créer l'ambiance lumineuse et l'ambiance sonore et même l'ambiance thermique dans la maison. La rencontre coïncidente avec le professeur Zerwala Mohamed Salah a été un moment enrichissant où il a mis en avant le patrimoine architectural comme reflet de notre identité. Il a également insisté sur l'importance d'imprégner les étudiants de cette richesse afin de les sensibiliser à sa valeur et à sa préservation. Si vous promenez dans n'importe quelle ville algérienne, nous retrouvons des architectures qui n'inspirent aucun discours architectural. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chefs-d'œuvre, si, bien entendu, mais ils sont rares. Donc, s'il n'y a pas d'architecture dans son sens plein, c'est aussi parce que la société est responsable. Elle est responsable parce qu'elle est peut-être profane par rapport à l'architecture, ou peut-être elle est passive, c'est-à-dire elle ne participe pas à l'édification de son environnement. Donc moi, j'attire l'attention de mes collègues enseignants, de mes collègues chercheurs et des étudiants essentiellement, pour leur dire que vous avez un patrimoine. Le patrimoine est une source d'inspiration, ce qui ne veut pas dire qu'on est là pour essayer de calquer le passé. Le passé a eu son temps, mais nous sommes appelés à réfléchir sur l'architecture d'aujourd'hui qui va devenir patrimoine demain. Donc qui va devenir une référence plus tard pour les futurs architectes. Pour être un peu plus clair, le Rouat, que je connais à peine, mais j'ai eu le plaisir d'être guidé par des professionnels autochtones, architectes, qui ont fait aussi des projets et qui se sont inspirés aussi du patrimoine, et dont les résultats que j'ai vus aujourd'hui sont très intéressants, que ce soit sur le plan fonctionnel, que ce soit sur le plan esthétique ou que ce soit sur le plan structurel. Et je vous assure que c'est des solutions qui sont très appropriées. Mais cela ne veut pas dire que c'est idoine. Il faut encore persévérer pour aller vers des solutions plus appropriées aujourd'hui. Car, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons des requêtes de notre temps, de notre 21e siècle. Nous parlons d'écologie, nous parlons d'énergie renouvelable. Donc tout ça doit être pris en considération dans les nouvelles aspirations des utilisateurs, c'est-à-dire du citoyen. Ce qui se passe actuellement, c'est un peu l'architecture qui est supposée être moderne, mais qui n'a rien de moderne et qui ne répond pas du tout à ce que nous attendons, à ce que nous aspirons. Ces architectures d'aujourd'hui sont un peu démunies d'une âme et donc forcément c'est des architectures qui ne peuvent produire que du négatif, et nous savons très bien quels sont les problèmes de ces habitats collectifs. Pourquoi ne pas penser à reprendre la typologie
la typologie, par exemple un rez-de-chaussée, maximum un étage, etc., tout en prenant en considération toutes les contraintes de l'environnement, c'est-à-dire le climat, le problème de l'eau, l'ombrage, etc., etc. Le même, si vous voulez, le problème de maintenance, hein, tout ça peut être concrétisé à travers des solutions intelligentes. Il faut que l'on soit local mais universel. Ça paraît contradictoire, mais c'est ça le génie de l'architecte. Hein. Il faudrait qu'il puisse répondre à cet aspect qui paraît un peu contradictoire. C'est ça la difficulté de l'exercice, mais c'est possible. Donc l'avenir, on doit s'ouvrir sur le monde, on doit s'ouvrir sur toutes les technologies, comment les approprier et comment les adapter à bon escient dans notre architecture. Les histoires de l'Arwat représentent un héritage oral précieux qui transmet les valeurs, les souvenirs et la sagesse des anciens, tandis que le parler rouati, avec ses expressions riches et sa prononciation particulière, reflète l'identité culturelle unique de la région. Ensemble, ils forment un véritable trésor qui préserve la mémoire collective et renforce le sentiment d'adaptation des habitants. Ce palais a été construit vers 1822-1823. C'était des maisons ouvertes l'une sur l'autre, qui étaient ouvertes l'une sur l'autre et qui avaient deux façades. Chaque façade avait son entrée. Une entrée était pour les membres de la famille et l'autre était pour les invités. Alors, Mohammed Ben Salem, qui est un fils de la famille Ben Salem, a épousé Aziza bint Sultan, le sultan ottoman de l'époque. Lorsqu'elle est venue ici, elle avait du mal à s'adapter à la ville de Laghouat, donc elle avait du mal à y vivre. Et comme c'était le cas, son époux était prêt à tout faire pour la retenir. Elle lui a donc exigé de lui construire le même palais que celui où elle habitait à Alger, et qui se trouve à côté de Ketchaoua. Donc c'est ce qu'il fit. Donc pour ce qui est du palais à l'époque, il y a l'histoire de Aïcha bint Sheikh Ali, dite Fatma bint Sheikh Ali dans certains récits, mais elle s'appelle en fait Aïcha. Aïcha bint Sheikh Ali habitait ce palais. C'est sur elle que Abdallah ben Kerriou a composé plusieurs poèmes. Donc, après l'avoir aperçu en train d'ouvrir la fenêtre, dans Gamr al-Layl, et dans le poème Gamr al-Layl, et le poème La Tuqnut ya Khatri. La Tuqnut ya Khatri qui veut dire Ne t'afflige pas mon cœur. C'était un poème qu'il a composé suite au fait après qu'on lui ait refusé d'épouser Aïcha bint Sheikh Ali. Laghouat, il est connu que Laghouat a un parler spécifique qui est bien sûr commun à la région aussi. Par exemple, il ressemble au parler de Djelfa, de Gardaya, de certaines communes à Gardaya, de Wergla aussi. Et la spécificité la plus dominante, c'est le qa, la substitution du ra par qa. C'est-à-dire, au lieu de dire la rouat, on dit la rouat. Donc, aux côtés de cette spécificité, il y a d'autres spécificités aussi, mais qu'on aperçoit, on va dire, pas aussi fréquemment que le ra. Alors, première substitution et qui n'existe presque plus de nos jours, nous avons la substitution de a par a. Par exemple, dans le mot, on la trouve d'ailleurs que dans ce mot, le mot Qur'an. On dit Qur'an. Ça ne se dit plus aujourd'hui, mais chez certaines vieilles personnes, on continue de l'utiliser. Alors, côté historique, on a trouvé que ces prononciations viennent beaucoup plus de la péninsule arabique.
du Yémen, de l'Irak. Donc il y a beaucoup de traits communs avec les parlers de la péninsule arabe. Donc puisque la Gouate abrite les Banu Hilal qui sont venus de cette région du Moyen-Orient. J'aimerais passer un message à la jeune génération qui est de connaître l'histoire de la Gouate, essayer d'apprendre l'histoire de votre ville et faire connaître la Gouate. Surtout qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux pour ça. C'est vraiment, la Gouate a vraiment un patrimoine culturel, linguistique, vestimentaire très riche. Et puis celui qui connaît l'histoire de son pays ou de sa ville, il sait d'où il vient. Et celui qui sait d'où il vient, il saura où il va. La tenue traditionnelle larouati reflète à la fois élégance et identité culturelle, riche en broderie et en couleurs. Elle varie selon les occasions, notamment lors des fêtes et des mariages. Ces habits ne sont pas seulement décoratifs, mais portent aussi des significations sociales et historiques, transmises de génération en génération. La tenue rouati, c'est des tissus de valeur, la doublure de valeur. وتتخيط يعني لا تاي باس والصدر قلت لك بلي بانس سون بورنوس avec des manches يعني bien garnies والصدر bien garni, c'est tout. وبعد la femme elle porte des bijoux كلش مع الوقاية مع كلش le soulier, c'est-à-dire les souliers ثانية demi talon ولا talon هكذايا وبتحزامة تاع ذهب ولا هذه لا توني تاع الغوات. La mariée, c'est le premier jour c'est la robe blanche, le deuxième jour c'est la robe rose, le troisième jour c'est la robe bleue, le quatrième jour يحزموها avec la tenue traditionnelle بالربة تاع غواطي يعني toute brillante la robe ودير العباريق بكري دير العباريق c'est des foulards, des très grands foulards de valeur qu'elle a reçu cadeau les 7 jours de visite عند حباباتها يعني صاحبياتها تبات عندهم ويحنوا لها ويعطوها كادو بلوس لو فولار يعني ان فولار على فولار يقولوا لهم العباريق. الوغ دركا هذا ما عادوش يديروهم ويديروا الجبين يديروا المحل مجداي اللي شدوا دوك الفولاغ لي غاتو تراديسيونال تاعنا الطرونيه اللي سادير تراديسيونال ماشي البركيتي اللي عند كاع الناس دير كيف بون كاينه الطرونيه كاينه المحروق il se fait avec de la farine et de la levure وان بو بيضاء وهذه حاجه خفيفه ما تديش المصاريف ياسر تعمل دير الكسكاس فيها بون avec du miel وكاين البوطابع المسمن الرفيس سطاطا سي كي شغل الحيك مرمى حيك مرمى سي دي تيسيو ما ينسجوش مي حنايا ينسجوها لي فياي فام ويديروا المنسج بالمنسج هكذايا ينسجوه وبالصوف الابيض رقيق الصوف يخدموها بالمغزل ويخدموها لي فياي هم اللي تخدم تنسج يعني شاك ميزون كانوا يخدموا بكري هكذايا الخواطيات بنات سرقين كما يقولوا بنات سرقين الاصل تاعهم ينسجوا ومن بعد هذاك اللي يدوهم يبيعوهم بالتل تلمسان وهران والصغانيم يتلحفوا بهم في العراس يقول لك شطاطه لغواطيه عاطينها اسم لغواطيه شطاطه لغواطيه وكاين القنبوس كما هكذايا
قنبوزة بالبوبلين هكذايا تخنبزوا به يعني كورامون يعني الأغواطية راها بقنبوزة هذاك دايرينو بور لو مارياج بور لي زيفينمون هكذايا ملاح والقنبوز هذايا والقنبوز الأزرق سي راه إلا ديسبارو كان قنبوز أزرق كانوا يلبسوه النساء لي في دام كيما أنا هكذايا بكري يلبسوه يتخنبزوا به باش يروحوا يشروا يروحوا لي فوازان يروحوا ماذا بيا الناس ما يروحوش التقاليد نتاعهم مش يتمسكوا بالتقاليد نتاعهم يتمسكوا بالمبادئ نتاعهم هذه راه قد الدنيا الواحد كي يبيع ينسى اصله شغل الانسان مات نخلي بلادي ونروح لجهه اخرى نو نقعد في بلادي مالغري المشاكل مالغري كلش بصح نقعد في بلادي احنا راني بلاد الشعراء بلاد المثقفين بلاد الادباء يعني بلاد فريمون ربي عاطي وعندنا نوتخ ولايه فريمون ربي كلش عاطيها لنا كلش عاطينا on a eu des occasions باش نروحوا منا نروحوا للخارج نروحوا ذي بصح جامي نبدل بلادي. Le patrimoine rwati est également marqué par une gastronomie savoureuse et authentique. Les plats traditionnels préparés avec des ingrédients locaux illustrent la richesse culinaire de la région. Ils s'inscrivent dans une culture de partage et d'hospitalité, faisant de chaque repas un moment convivial et chargé de traditions. شفتوا ضياف في بلادنا ونرحبوا بهم نوجدوا لهم التمر كما احنا انتم تقولوا دقله اللبن نستقبلوا بها الضيف تاعنا في ولايه الاغواط ونديروا بعض المأكولات عندنا رفيس بالتمر ودها العرب والكسرة عندنا ثاني البسيسة يقولوها الكعبوش وبسيسة نديروها ثاني في بلادنا زيد عندنا البقرير ثاني نديروه بالشربات والزبيب والى اخره وعندنا مأكولات ياسر في بلادنا برضو تاعنا تاع الأقواط كما تعماتنا هما اللي علموهنا قلت لك فيه المريسه نبداو بالمريسه فيه الكليله فيه الهرماس طماطش مشرحه الترفاس ثاني الله يبارك ما شاء الله ان شاء الله راكم تذوقوه وتقولوا لنا انتم الراي تاعكم طعام قواطي الله يبارك كما قال لك ما كاينش كيما طعام تاعنا حلو سكري ما شاء الله طعامنا زين ويعود بيان غاغني باللحم بالباب بالفلفله خنشوش الارنب كيما ماتنا تاع بكري يقولوا نديروا فيه الله يبارك طعمنا ما شاء الله. عندنا عادات تقليديه كاين مش مناسبات هما عندهم في بعض الولايات ما كانش بصح مثلا في الربيع عندنا لازم نخرجوا نديروا اكلات تقليديه على برا نخرجوا كاع مع بعضنا العائله تتلم ونديروا الاكل التقليدي كاع ونقسموا ثاني معروف لازم الجيران كاع نذوقوا مثلا في نهار العيد طيبي اكله تقليديه الطعام ولا نطيبوا البسيسه ولا اي حاجه ثاني من العادات التقليديه في البالكون نرموا فيه بسيسه كل الناس الخير ياكلوا منها عندنا هذه التقليد من التقاليد تاعنا والعادات وثاني جداتي تقول لنا باللي نهار كنت لي طيب ولا تخبز ولا تعجن ولا اي حاجه تقول تعيط لي من ذاك انا نعاونها ونخبز معاها حتى علمتني ماما ربي يحفظها وجيت L'Arwat, à travers son architecture, ses récits, sa langue, ses tenues et sa gastronomie, incarne une richesse culturelle vivante qui traverse le temps. Ce patrimoine, à la fois matériel et immatériel, reste un pilier essentiel de l'identité locale, rappelant l'importance de préserver et de transmettre cet héritage aux générations futures. C'était une très très belle visite guidée que notre ami Farhat Mouzaoui nous a proposée en cette matinée du côté de l'Arwat, très très belle ville, effectivement très riche de par sa culture culinaire, de par ses tenues vestimentaires, de par ses vestiges, de par ses sites archéologiques. Donc une ville à visiter si vous êtes du côté de l'Arwat. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.